Salut tout le monde, c'était aujourd'hui une nouvelle vidéo. On reprend avec la gloire de mon père, partie 13, vidéo un peu plus longue que d'habitude, donc n'hésitez pas à la regarder en plusieurs fois. C'est parti. La première quinzaine de juillet fut bien longue. Les meubles attendaient dans le couloir et nous attendions à l'école, où nous ne faisions pas grand-chose. Le maître nous lisait des contes d'Anderson ou d'Alphonse Daudet. Puis nous allions jouer dans la cour pendant la plus grande partie de la journée. Mais nous poursuivions sans conviction ces jeux d'écoliers. Tout à coup, rapetissés et désenchantés par l'approche, lente mais sûre, des jeux éternels des grandes vacances. Je me répétais sans cesse quelques mots magiques. La villa, les pinèdes, les collines, les cigales. Il y en avait bien quelques-unes au bout des platanes scolaires, mais je n'en avais jamais vu des milliers. De près, tandis que mon père m'en avait promis et presque toujours à portée de la main. C'est pourquoi, écoutant les chanteuses égarées qui nous narguaient, invisibles dans le haut de feuillage, je pensais, sans la moindre poésie, toi ma vieille, quand nous serons dans les collines, je te mettrai la paille au cul. T'aider la gentillesse des petits anges de 8 ans. Un soir, l'oncle Jules et la tante Rose vinrent dîner à la maison. Ce fut un dîner-conférence pour la réputation du grand départ qui devait avoir lieu le lendemain. L'oncle Jules, qui se flattait d'être un organisateur, déclara d'abord qu'à cause de l'état des chemins, il n'était pas possible de louer une voiture importante, qui aurait d'ailleurs coûté une fortune. Peut-être, mais 20 francs. Et oui, 20 francs à l'époque, c'était une fortune. Il avait donc loué 2 voitures. Un petit camion de déménagement qui transportait ses propres meubles, ainsi que sa femme, son fils et lui-même au prix de 7 francs 50. Cette somme comprenait la puissance d'un déménageur qui serait à notre service toute la journée. Pour nous, il avait trouvé un paysan qui s'appelait François et dont la ferme était à quelques centaines de mètres de la villa. Ce François venait 2 fois par semaine vendre des fruits au marché de Marseille. En remontant chez lui, il transportait notre mobilier à prix raisonnable de 4 francs. Cet arrangement enchantait mon père, mais Paul demanda « Et nous monterons sur la charrette ?»« Vous, dit l'organisateur, vous prendrez le tramway jusqu'à la Barrasse. Et de là, vous rejoindrez votre paysan Pédibus cum Gembus. Augustine aura une petite place sur la chariot, et les 3 hommes suivront à pied avec le paysan. » Les 3 hommes acceptèrent cette idée avec joie, et la conversation, qui dura jusqu'à 11 heures, devint absolument féerique, car l'oncle Jules parle de chasse, puis mon père parle des insectes, si bien que jusqu'à mon réveil, je tirais des coups de fusil sur des 1000 pattes, des sauterelles et des scorpions. Le lendemain matin, dès 8 heures, nous étions prêts, et déjà revêtus de costumes des vacances, culottes de toile écrues et chemises de manches courtes, blanches mais ornées de cravates bleues. Ces vêtements étaient l'ouvrage de ma mère, où avait acheté dans un grand magasin nos casquettes à longue visière et nos espadrilles à semelle de corde. Mon père portait un veston à martingale, avec 2 grosses poches plaquées et une casquette bleu marine, tandis que ma mère était jeune et belle dans une robe blanche à petites fleurs rouges qu'elle avait merveilleusement réussi. Quant à la petite sœur, qui ouvrait ses grands yeux noirs sous un bonnet bleu, elle paraissait inquiète, parce qu'elle avait compris, comme font les chats, que nous allions quitter la maison. Le paysan nous avait prévenus. L'heure de notre départ ne dépendait point de son zèle, mais de la vitesse d'écoulement de ses abricots. Elle ne fut pas très rapide ce jour-là, car à midi, il n'était pas encore arrivé. Mais nous déjeunâmes donc dans la maison déjà morte de saucissons et de viande froide. Et nous courions sans cesse à la fenêtre pour guetter l'arrivée du messager des vacances. Il parut enfin.
C'est une jarrette bleue, d'un bleu délavé qui laissait transparaître les fibres de bois. La roue très haute avait un jeu latéral considérable. Quand elle arrivait au bout du jeu, c'est-à-dire chaque tour, il y avait un choc tintant. Les cercles de fer tressautaient sur les pavés, les brancards gémissaient, les sabots du mulet faisaient sauter des étincelles. C'est le chariot de l'aventure et de l'espoir. Le paysan qui le conduisait n'avait ni veste ni blouse, mais un gilet tricoté, d'une laine épaisse, feutrée par la crasse. Sur la tête, une casquette informe, à la visière ramollie. Cependant, de belles dents blanches brillaient dans un visage d'empereur romain. Il parlait provençal. Il riait et faisait claquer une longue lanière au bout d'une manche de jonc tressé. Aidé de mon père et grandement gêné par les efforts du petit Paul, qui s'accrochait aux plus gros meubles et prétendait les transporter, le paysan chargeait la charrette, c'est-à-dire qu'il entassa le mobilier en pyramide. Il en assura ensuite l'équilibre par un treillis de cordelettes et ficelles, et jeta sur le tout une bâche trouée. Alors il s'écria en provençal « Cette fois-ci, nous y sommes !» Et il alla prendre la bride du mulet, qu'il fit démarrer au moyen de plusieurs injures blessantes, accompagnées de violentes saccades sur le bord du peu sensible animal. Nous fîmes nos biens meubles, comme un char funéraire, jusqu'à boulevard Mérénité. Là, nous quittâmes le paysan et nous allâmes prendre le tramway. Dans un brillant tintamarre de ferraille, au tremblement cliquetant de ses vitres, et avec de longs cris aigus dans les courbes, le prodigieux véhicule s'élançant vers l'avenir. Comme nous avons pu trouver une place sur les banquettes, nous étions debout, ô merveille, sur la plateforme avant. Je voyais le dos du boitement, qui, ses mains posées sur deux manivelles, lançait et réfrénait tour à tour les élans du monstre, avec une tranquillité souveraine. Je fus séduit par ce personnage tout-puissant, auquel s'ajoutait un grand mystère, car une plaque émaillée défendait à quiconque de lui parler, à cause de tous les secrets qu'il savait. Lentement, patiemment, en utilisant le chaos et les coups de frein, je me glissais entre mes voisins et j'arrivais enfin près de lui, abandonnant Paul à son triste sort, coincé entre les hautes jambes de deux gendarmes. Les cahots de la voiture le lançaient le nez en avant sur les fesses d'une dame énorme qui oscillait dangereusement. Alors, les rails luisants s'avancèrent vertigeusement vers moi. Le vent de la vitesse souleva les visières de ma casquette et bourdonnant dans les pavillons de mes oreilles. Nous dépassâmes en 2 secondes un cheval lancé au galop. Je n'ai jamais retrouvé sur les machines les plus modernes cet orgueil triomphal d'être un petit homme, vainqueur de l'espace et du temps. Mais ce bolide de fer et d'acier, qui nous rapprochait des collines, ne nous y conduisit pas. Il fallut nous quitter dans l'extrême banlieue de Marseille, en un lieu nommé La Barrasse, et il continuait sa course folle vers Aubagne. Mon père, qui avait déplié un plan, nous guida jusqu'à l'embouchure d'une petite route poudreuse qui fuyait la ville entre 2 bistrots. Nous y entrâmes d'un bon pas, derrière notre Joseph, qui portait la petite sœur sur son cou. Il était bien joli, ce chemin de Provence. Il se promenait en 2 murailles de pierre cuites par le soleil, au bord desquelles se penchaient vers nous de larges feuilles de figuier, des buissons de clématites et des oliviers centenaires. Au pied des murs, une bordure d'herbes folles et de ronces prouvait que le zèle du cantonnier était moins large que le chemin. J'entendais chanter des cigales, et sur un mur coulé de miel, des larmeuses immobiles, la bouche ouverte, buvaient le soleil. C'étaient des petits lézards gris qui avaient la brillante de la plombagine
Paul leur fit aussitôt la chasse, mais il ne rapporta que des queues frétillantes. Notre père nous expliqua que ces charmantes bestioles les abandonnaient volontiers, comme ces voleurs qui laissent leurs vestons entre les mains de la police. D'ailleurs, elles s'en font une autre queue en quelques jours, en vue d'une nouvelle fuite. Au bout d'une petite heure de marche, notre chemin en coupa un autre, à travers une sorte de place ronde, parfaitement vide. Mais dans les creux de l'un des quarts de cercle, il y avait un banc de pierre. Ma mère y fit installer mon père, déplia son plan. Voilà, dit-il. L'endroit où nous avons quitté le tramway, voilà l'endroit où nous sommes en ce moment, et voilà le carrefour des 4 saisons où notre déménageur nous attend, à moins que nous ne sommes obligés de l'attendre. Il regardait avec étonnement les traits doubles qui figuraient notre chemin. Il faisait un détour immense. Les cantonniers sont fous, dis-je, d'avoir fait une route aussi tordue. Ce ne sont pas les cantonniers qui sont fous, dit mon père. C'est notre société qui est absurde. Pourquoi demanda ma mère. Parce que cet immense détour nous est imposé par 4 ou 5 grandes propriétés que le chemin n'a pu traverser et qui s'étendent derrière ces murs. Voici, dit-il, en montrant un point sur la carte, notre villa à vol d'oiseau. Elle est à 4 km de la Barrasse. Mais à cause de quelques grands propriétaires, il fallait en faire 9. C'est beaucoup pour les enfants, dit ma mère. Mais moi, je pensais que c'était beaucoup pour elle. C'est pourquoi, lorsque mon père se leva pour repartir, je demandai encore quelques minutes de grâce en prétextant une douleur dans la cheville. Nous marchâmes encore 1 heure. Un long de mur était entre lesquels nous étions forcés de rouler comme des billes de jeu de patience. Paul allait recommencer la chasse aux queues de l'armeuse, mais ma mère l'en dissuada par quelques paroles pathétiques qui lui mirent les larmes aux yeux. Il remplaça donc ce jeu cruel par la capture de petites sauterelles qu'il écrasa entre 2 pierres. Cependant, mon père expliqua à ma mère que dans la société future, tous les châteaux seraient des hôpitaux, tous les murs seraient abattus et tous les chemins tracés au cordeau. Alors, dit-elle, tu veux recommencer la révolution? Ce n'est pas une révolution qu'il faut faire. Révolution, c'est un mot mal choisi, parce que ça veut dire un tour complet. Par conséquent, ceux qui sont en haut descendent jusqu'en bas, mais ensuite, ils remontent à leur place primitive. Et tout recommence. Ces murs injustes n'ont pas été faits sous l'Ancien Régime, mais seulement notre République les tolère. Mais c'est elle qui les a construits. J'adorais mes conférences politico-sociales de mon père, que j'interprétais à ma façon. Et je me demandais pourquoi le président de la République n'avait jamais pensé à l'appeler. Tout au moins pendant les vacances, car il lui en fait 3 semaines le bonheur de l'humanité. Notre chemin déboucha tout à coup sur une route beaucoup plus large, mais qui n'était pas mieux entretenue. Nous sommes presque au rendez-vous, dit mon père. Ces platanes que tu vois là-bas, ce sont ceux des 4 saisons. Et regardez, dit-il soudain en montrant l'herbe épaisse qui brillait, qui habillait le pied du mur. Voilà une belle promesse. Dans l'herbe s'allongeaient d'immenses barres de fer, toutes rouillées. Qu'est-ce que c'est demandai-je. Des rails, dit mon père. Les rails de la nouvelle ligne de tramway. Il ne reste plus qu'à les mettre en place. Il y en avait tout au long de la route, mais les végétations qui la recouvraient prouvaient que les constructeurs de la ligne ne voyaient pas l'urgence des installations. Nous arrivâmes devant la barre de rustique 4 saisons. C'est à la bifurcation de la route, une petite maison cachée, sous 2 grands platanes, derrière une autre fontaine de rocailles moussues. Une eau brillante, qui sortait de 4 tubes coudes, murmurait à l'ombre une chanson fraîche. Il devait faire bon sous les arceaux de ces platanes. Mais des petites tables vertes, mais n'entrâmes pas dans cet assommoir.
dont le charme faisait justement le danger. Et c'est tout pour moi. Aujourd'hui, on va s'arrêter là. Le chapitre n'est pas fini, mais on n'est pas trop loin. Je pense que déjà, la vidéo est assez longue. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. C'était Teddy, merci.